t'avait quitté l'année dernière avec rien de sûr pour la sortie DVD, ni pour la saison 3, et tu faisais pas encore J'irai Lolé, plus ou moins geek, le Golden Show. Qu'est-ce que tu penses de cette année qui vient de se dérouler Ah bah c'était une année très très chargée, hein, putain. Et l'année dernière, c'est vrai qu'en plus, il y avait des rumeurs, enfin on savait que Ankama allait faire quelque chose, mais je pouvais pas en parler, donc c'était très délicat. Donc c'était une sorte de... il n'y avait pas vraiment de news. Et là, cette année, voilà, il y a la saison 3, il y a la saison 1 et 2 en DVD, il y a la BD en avant-première, avec, je sais pas si tu peux pas noter, hop, il veut pas être à l'image, je m'en fous, Gauche, qui est là, le dessinateur. Donc voilà, c'est lui qui dessine la BD, un projet voilà, dont je suis super fier. Voilà, donc pour le visiteur, en tout cas, on a des trucs. Voilà. Alors justement, il y a le Visiteur du Futur qui revient avec une saison 3, sobrement sous-titré Les Missionnaires. Au-delà du magnifique... Ça veut dire quoi? Au-delà du magnifique jeu de mots. Je ne vois pas de quoi tu parles. Pourquoi cette volonté de la sous-titrer et de plus la chiffrer En fait, parce que contrairement aux deux premières saisons, où dans les deux premières saisons il y avait un arc narratif, mais il y avait aussi des épisodes indépendants, là il y a un arc narratif. Donc c'est vraiment une seule intrigue. Il n'y a pas d'épisode en one shot, etc. Donc là c'est vraiment une intrigue principale autour des missionnaires. Et voilà pourquoi on voulait l'appeler comme ça. Et on voulait aussi que les gens puissent le regarder sans se dire ah mais c'est la saison 3, il faut que je regarde la saison 1 et 2. Alors c'est pas un reboot, contrairement à ce qu'on peut entendre, c'est vraiment la suite, mais une histoire autonome quoi. Ouais, parce que justement contrairement à la transition un peu hard qu'il y avait eu entre la 1 et la 2, où les personnages de Justine et Mathieu avaient complètement changé, la 3 a l'air dans une certaine continuité. Oui. Et justement scénaristiquement et thématiquement, qu'est-ce que ça va développer en plus Alors donc, on retrouve vraiment les personnages vraiment comme ils étaient à la fin de la saison 2, donc il y a vraiment une vraie continuité là-dessus. Il y a aussi une continuité de l'image aussi, parce que finalement le vrai gap s'est fait entre la saison 1 et la saison 2 au niveau de la technique. Saison 2, saison 3, la saison 3 est encore plus belle, mais il n'y aura pas ce côté oh mon dieu mais ils ont tout changé. Et sinon au niveau des thèmes, c'est un peu trop tôt pour en parler, parce que bon voilà, j'ai pas envie de trop spoiler. On verra les épisodes en avant-première, mais bon, ça va être la merde dans le groupe du visiteur. Et ça parle surtout, on va dire, un des axes principaux, c'est de dire que c'est de voir Raph qui en fait n'a pas vraiment beaucoup de motivation pour faire quoi que ce soit, et voir comment on va être obligé, on va dire, à grandir un peu. Et justement dans la bande-annonce qui a été diffusée récemment, on a pu voir Simon Astier. Oui. Alors est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur son rôle et comment tu as bien collaboré avec lui? Alors on savait qu'on avait un personnage on va dire qui pourrait être un guest dans le premier épisode. On savait pas qui le donner, et c'est je crois que c'est Anaïs, on était avec Clément Morin aussi, enfin on discutait, on dit ah mais celui qui serait parfait serait Simon Astier. Moi je dis mais il voudra jamais arrêter, et ils m'ont soulagé, je fais bon bah je demande c'est bon, et il a dit oui, et donc ça m'a vraiment surpris et c'était vraiment ouf. Donc voilà, vous découvrirez son personnage. En tout cas, tout ce que je peux dire sur Simon Astier, c'est que la moitié des blagues, c'est moi qui les ai écrites, l'autre moitié, c'est lui qui les a improvisées, et c'était vraiment super quoi. Donc il y a Ankama qui produit cette troisième saison, au même titre qu'elle édite les DVD. Comment s'est passé l'approchement avec Ankama et la collaboration artistique avec lui? Très bien. Disons qu'Ankama c'est peut-être la seule boîte qui vraiment fait confiance aux artistes, et qui leur dit, qui va pas forcément avoir un contrôle sur les scénarios, etc. Chose que il y a normalement avec d'autres prods et d'autres relations avec les chaînes. Donc là c'est vraiment assez, on me donne des moyens à disposition, voilà, c'est pas des moyens complètement disproportionné, c'est ce dont on a besoin. On donne des équipes et tout, etc., qui complètent l'ancienne équipe, ça qui est intéressant. Et franchement, c'est génial, quoi. C'est un bonheur d'avoir cette confiance vraiment, et d'avoir voilà, maintenant un stand, une BD et tout, donc c'est super. Et justement, comment ça se passe concrètement sur un plateau maintenant? Est-ce qu'il y a le plus de moyens se ressent En fait, ça se ressent surtout dans la bouffe. On mange mieux,
Après sur le plateau, oui, il y a plus de gens, il y a plus de matos, mais bon, mon équipe, ils avaient l'habitude de travailler sur des tournages plus ou moins gros, quoi. Donc là-dessus, c'est pas très surprenant. On doit un peu s'adapter et tout, etc. Mais voilà, quoi, c'est pas ça le plus. C'est vraiment l'organisation générale. Le fait qu'il y a un camion qui vient de Roubaix avec du matos, il y a de la déco qui arrive, il y a des pauses repas vraiment organisées à l'extérieur du plateau où on mange pas forcément un parterre, des sandwichs. Ça, c'est vraiment le vrai plus. Puis le fait qu'on puisse payer les gens, quoi. Parce qu'on a travaillé pendant plus de 2 ans gratos. Et là, voilà, quoi. C'est cool que l'équipe soit rémunérée à ce niveau-là, quoi. Et alors, je me trompe peut-être, mais il me semble sur les vidéos making-of, on voit que tu as un cadreur. Justement, c'était plus une facilité En fait, moi, je cadre souvent par défaut, on va dire, parce qu'il n'y a personne d'autre, etc. Là, il se trouve que on a Alexandre O'Toole qui est donc chef opérateur, donc cadreur et directeur de la photo. Et donc voilà, il cadre, mais des fois c'est moi, des fois c'est Bastien qui cadre. Enfin, c'est là-dessus pour le cadre. En gros, c'est celui qui peut, qui a le truc entre les mains, voilà. Moi, je voulais pas trop m'épuiser non plus parce que c'est très crevant de cadrer et réaliser en même temps. Donc, ça me repose un peu. Mais j'essaie de ne pas non plus trop m'endormir et d'être assis tout le temps et d'attendre. Donc voilà, donc on se passe le relais, quoi. Donc on va rester sur le Visiteur du futur avec la bande dessinée. Donc justement, comment est né le projet Attends, si tu veux. Oui. Voilà, je vais me rapprocher. Tac. Parfait. Ah, il était pas au courant. Justement, comment est né ce projet de BD sans franchement je voulais vraiment faire depuis longtemps une BD qui se passe entre la saison 1 et la saison 2. Je trouvais qu'il y avait vraiment une sorte d'ellipse intéressante où on pouvait raconter une histoire. Après, le scénario a mis du temps à se développer, etc. Il y a eu plusieurs types d'histoires. Globalement, ça tout est la même, mais le plus dur, c'était de trouver comment commencer l'histoire. Et c'est là où Gauche, ici présent, a pas mal participé à ça, puisque lui, il est dessinateur de base, et donc il voit la BD comme étant une BD, avant d'être la BD du visiteur. Et donc c'est avec lui qu'on a travaillé pour adapter l'univers, pour que ce soit accessible au maximum de gens. Est-ce que je me trompe? Non. Ok. Je suis pas champion du monde en réponse. Pas de problème, pas de problème. Mais non, mais alors, Gauche, comment se passe la collaboration en toute honnêteté? Allez, vas-y. On se voit pas assez. Ça, le problème, c'est qu'on se voit pas assez. Parce que moi, je suis sur les tournages, je suis en montage et tout. Et idéalement, il faudrait qu'on soit dans la même salle. C'est bien. Non, mais... Non mais idéalement il faudrait qu'on soit dans la même pièce en train de faire ok tu fais ça machin, fais voir ça machin, fais voir les croquis, ah ouais pas mal comme ça. Et le problème d'avoir 15 trucs à faire, c'est que voilà quoi. Donc j'essaye au maximum d'être présent, mais c'est difficile. Et mais en tout cas ce qui est cool c'est que il y a plein de trucs dans la BD que j'avais pas prévu, on va dire, que j'avais pas imaginé tel quel, mais c'est toujours en mieux quoi. Donc je suis vraiment content. Et la gazette là c'est une preview, c'est le format final? C'est les vraies 13 premières planches, ouais. Sauf qu'elles seront en couleur dans la BD finale. Le format ce sera un format 46, 48, voilà, format BD standard européenne. D'accord. Voilà. On va retourner un peu plus sur ce que tu fais. Donc tu as fait chroniqueur dans Plus ou moins Geek. Oui. Est-ce que tu te sens à l'aise dans cet exercice de chronique? Non, pas vraiment, non. Enfin, c'est pas que je me sens pas à l'aise, c'est pas le truc que je fais le mieux. Ce que j'aimais surtout, c'était de pouvoir parler de trucs que j'aime en fait. C'est-à-dire que on m'aurait dit t'es chroniqueur et tu dois, je sais pas, faire un truc sur la politique. Ça m'aurait pas intéressé. Là, le but, c'était vraiment de pouvoir faire découvrir des trucs que j'aime bien dans une émission, quoi. Donc c'est surtout pour ça que je l'ai fait. Et aussi pour travailler avec Darrow Productions parce que voilà quoi, c'est des amis de très longue date avec qui j'ai vraiment fait mes tout débuts, et donc de voir qu'ils pouvaient participer, enfin faire financer un magazine culturel sur les geeks, sur la science-fiction, etc. Je me suis dit putain mais c'est génial, il faut que je sois dedans quoi. Et transition toute faite pour le sanglot des arbres, justement avec cette année chargée, est-ce que je pense que tu pourras me poser la question dans l'année prochaine, encore une fois. Non, là c'est pas du tout d'actualité.
tous les ans ce sera ça, l'Arlésienne. Il n'y a pas de nouveauté là-dessus. De toute façon, bon bah je suis occupé. Deux, c'est difficile de faire financer un long métrage, voilà, parce que même si dans les web-séries ça fonctionne à mon niveau, ça veut pas dire que pour les longs métrages les gens voilà, ils disent ah il faut absolument lui donner de l'argent. Donc c'est pas encore, comment dire, le lien n'est pas encore là, même si je vais tout faire pour qu'un jour ça arrive. Quoi. Parce que l'affiche a fait un caméo dans le... Oui, dans le guichet c'est la série de Slim, ils avaient besoin de fausses affiches. Et à la base ils voulaient les faire eux-mêmes, j'ai dit mais j'ai ce truc là que j'avais fait il y a longtemps et tout, on peut le mettre et tout. Et je sais pas si t'as remarqué mais il y a un épisode où on me voit derrière en train de regarder l'affiche et en train de faire mais qu'est-ce que c'est de ce film et tout. Quand j'avais vu ça, je m'étais dit merde, il repart dessus. Non, c'était surtout un... D'ailleurs, il y a l'autre affiche qu'on voit derrière Slim dans le guichet, c'est un autre projet que, pareil, qui a pas vraiment été... Et à la base, ça s'appelait Fucking French. Et sauf que... on nous a dit non, mettez pas Fucking French. Et je crois qu'ils ont changé le titre du truc, mais pour la fausse affiche du faux film. Hein. Je sais même plus ce que c'est, ce qu'ils ont mis, quoi. Justement, le guichet, comment c'est passé? Est-ce que tu as été impliqué dans la production vu que c'est French Nerd? J'ai pas vraiment été impliqué pour le coup, c'est ça qui est bien. C'est un truc que j'ai pu regarder. Enfin, si, j'ai lu les scénarios quand même, j'ai suivi la production, mais c'est vraiment Slim qui a fait ça de A à Z avec son équipe. Donc voilà, c'était plutôt cool de faire ça, que Dailymotion Orange nous file un peu d'argent. Pour faire un concept nouveau quoi. Et surtout que Slim voulait vraiment faire ça depuis longtemps, un truc d'un vendeur et tout, un vendeur qui fait chier les gens et tout, donc c'est cool qu'il a réussi à faire ça, c'est rigolo. Et puis on a pu pareil faire tourner toute la bande, c'est ça qui est cool, c'est que maintenant voilà, on a des petits concepts comme ça, on peut payer les gens pour une journée, voilà, donc ça fait des années qu'ils travaillent gratos, là on dit voilà tu viens t'amuser avec nous, on te paye pour une journée, bon ça rembourse pas tout le temps t'as donné, mais bon voilà quoi, c'est un peu symbolique quoi. Le gros morceau qui à mon avis a dû prendre beaucoup de temps cette année, c'est le Golden Show forcément. Qu'est-ce que ça t'a apporté professionnellement? Ça m'a beaucoup apporté le Golden Show, déjà de travailler avec d'autres auteurs, donc Davy et Poulpe. C'était très risqué qu'on arrive à s'entendre tous les trois vraiment et à faire quelque chose de cohérent, et je trouve qu'on y est arrivé. On a réussi à mettre chacun nos égos de côté pour vraiment nous pousser vers le haut. Après ça a été un truc où vraiment on devait faire plein de sketchs, genre une dizaine de sketchs par mois, c'est quand même énorme. Chaque fois c'est un décor différent et tout. Donc ce qui est intéressant c'était de se dire bon ce sketch il sera pas top mais celui d'après sera bien. Et en fait des fois ceux qu'on pensait allaient être les meilleurs en fait c'était pas ceux-là. Et donc ce côté rythme non-stop, c'est ça qui a été vachement formateur, de se dire putain dans 3 jours je tourne un sketch, on n'a pas le scénario, on a juste un comédien et la déco, allez faut qu'on trouve une idée, on le fait. Et ça c'est assez formateur quoi. Je pense qu'en 9 mois de Golden Show j'ai plus appris qu'en 3 ans si j'avais travaillé ailleurs quoi. Et ouais, de diriger pas mal d'acteurs. Alors oui, alors ça c'est autre chose, c'est quand tu rencontres des gens que t'admires, des guests et tout, et que tu les vois et que tu dois les diriger, c'est extrêmement intimidant. Et souvent les gens les plus, on va dire, les plus connus, c'est les gens les plus humbles et qui se laissent facilement diriger, qui veulent vraiment juste aider sur le tournage quoi. La question qui fâche peut-être, pourquoi de la fin du Golden Show? C'est pas vraiment à moi de répondre à ça. Tout ce que je peux dire c'est que oui il y a eu un désaccord entre la direction d'Ankama et Davy et Poulpe. On peut voir ça sur Facebook là en ce moment, ils sont en train un peu d'expliquer ce qui se passe. Voilà quoi. Disons l'erreur ce que je veux pas que les gens pensent, c'est que beaucoup de gens pensent que c'est une question d'argent et que pour le coup c'est pas du tout une question d'argent. Voilà quoi, c'est une question de point de vue et chacun avait son point de vue, chacun a essayé de le défendre et voilà au bout d'un moment ça a dû s'arrêter quoi. Voilà, c'est triste pour tout le monde hein, faut pas croire, il n'y a pas des gens contents que ça s'arrête hein, c'est triste pour tout le monde. Et toi ça change rien? Moi de toute façon je suis très occupé. Moi de toute façon j'ai plein de trucs à faire, il y a le Visiteur à terminer, la saison 3, voilà, la BD, donc de toute façon pour moi c'était pas un changement, voilà, je suis plus triste pour le projet en général quoi. Mais en soi voilà quoi, j'ai plein d'autres trucs à faire, Ankama continue à m'aider sur plein d'autres trucs, donc je suis pas du tout le plus à plaindre et je m'en sors très bien quoi, donc je suis content. Et justement est-ce que tu as d'autres projets à part le Visiteur du Futur pour
pour l'année qui arrive et dont tu peux nous parler. Oui, il y a une web série que je vais faire cet été. Alors une web série, comment dire, financée par France Télévisions. Oui, c'est bizarre, c'est la première fois qu'ils font ça. Voilà, c'est un truc de Chevette Slim. Voilà, et c'est produit par Taronja Prod, Barjat Prod, du groupe Tel France. Et c'est voilà quoi, c'est une sorte de sitcom dans des bureaux, mais étrange. D'où les photos des badges France Télévisions. Ah oui, oui, sur Twitter, j'avais mis une photo d'un badge. Oui, c'était pour ça, ouais. Les gens, en plus, c'était marrant, c'était le même jour que l'avant-première de Charlotte, donc il y avait Moffat dans les couloirs, et tout le monde dit oh bâtard, je vais voir Moffat. Et moi, je fais il y a Moffat. Dernière question. Quel est le dernier film que t'as vraiment kiffé? C'est la même question, la même question de fin à chaque fois. Je peux te dire le film que j'ai pas trop kiffé. En fait, je l'ai kiffé en le regardant et en rentrant chez moi, j'ai fait mais en fait, c'est pas bien. C'était Prometheus. Ah, merci. on est d'accord. C'est un faux bon film. C'est une merde. Ça ressemble à un bon film parce que c'est beau, mais c'est pas très bien en fait. Esthétiquement, c'est canon. C'est très canon, mais c'est pas ça qui fait un film, non. Et par contre, un film que j'ai adoré, c'est 21 Jump Street. Ah, ouais. Je l'ai trouvé excellent. Et la même question en série télé? En série télé, genre. T'as le temps de regarder des séries? Oui, j'essaye. Bah là, il y a Game of Thrones là que je continue de regarder. Qu'est-ce que en nouveauté, j'ai pas vu de nouvelle série vraiment qui m'a fait accrocher récemment. Je me re-regarde Firefly parce que voilà, tous les 4 ans, 5 ans, je me regarde Firefly, je me regarde Red Dwarf et aussi Cowboy Bebop. C'est des trucs qui reviennent, voilà. Je découvre en ce moment. Tu découvres Firefly? Et bah tu vas être triste parce que ça se termine. Hein. Voilà, c'est un beau projet qui se termine trop tôt. Merci beaucoup. Merci à vous les mecs.